Bonjour, bienvenue dans Point de vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, quelle est la cote des différentes personnalités politiques à l'heure où nous avons un nouveau gouvernement récent depuis un mois seulement. Stewart Shaw, politologue chez Verian Group, sera avec nous dans un instant. Je lui demanderai également le sentiment des Français face à l'annonce d'une hausse d'impôts et au mur de la dette. Le projet de loi sur la fin de vie avait été stoppé net à cause de la dissolution décidée par Emmanuel Macron en juin dernier. Le Premier ministre a annoncé la semaine dernière qu'il souhaitait reprendre le travail où il avait été interrompu, et ce dès 2025. L'inquiétude monte chez les opposants au texte, comme Claire Fourcade, c'est la présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Elle sera là tout à l'heure avec nous. Elle nous donnera son point de vue. Et pour terminer cette émission, je vous propose un essai qui fait l'éloge de la maternité, un enchantement pour l'essayiste Azilise Lecor, qui en est l'auteur, mais aussi une condition existentielle de la vie en société. Voilà le programme. Point de vue, c'est parti. Bonjour Stewart Shaw. Bonjour. Vous êtes directeur d'études chez Verian Group. Verian Group qui publie chaque mois avec Epoca et le Figaro Magazine le baromètre, le fameux baromètre. Figaro Magazine qui fait sa une d'ailleurs avec le nouveau ministre de l'Intérieur qu'on voit à l'écran à l'instant, Bruno Retailleau. Bruno Retailleau qui est entre guillemets un nouveau venu pour le grand public, mais vous me confirmez, vous m'affirmez, un nouveau venu oui, quand même. Un nouveau venu. En tout cas sur le devant de la scène, avec une visibilité aussi importante. Oui, on peut dire que c'est un nouveau venu, mais non, c'était pas un inconnu non plus du grand public. Non, c'est bien sûr président du groupe LR au Sénat. Alors lui, il a pris ce qui ressort 10 points, oui. C'est ça. Oui, il a pris 10 points effectivement. Alors il y a un mécanisme d'opinion qui, je dirais, est assez classique, c'est-à-dire que lorsque vous êtes un personnage politique, pas forcément au devant de la scène, vous avez plutôt la malchance d'être en bas du classement, pour une simple et unique raison, c'est que les Français n'arrivent pas vraiment à avoir un avis très consolidé sur votre personnalité ou sur votre projet. Quand vous commencez finalement à prendre un peu plus de notoriété, que vous entrez dans un gouvernement, que vous avez des prises de position, là, la cote évolue. Alors là, pour l'instant, elle évolue favorablement. Je pense que ce sont surtout des électeurs, des électorats qui avaient l'ambition de le voir arriver à ce poste-là. Donc je pense que c'est ce qui marque cette évolution positive. Il faudra voir maintenant comment ça évolue, maintenant qu'il est installé, et en fonction effectivement des décisions qui seront prises par la suite. Effectivement, être ministre de l'Intérieur, il a beaucoup pris la parole. Ça aide pour se faire connaître. Parfois, ça mène vers un destin présidentiel. Évidemment, je pense à Nicolas Sarkozy, qui a été ministre de l'Intérieur, puis président de la République. Oui, alors c'est vrai que ça peut nourrir des ambitions. Maintenant, ça peut être aussi une planche un peu savonneuse. C'est-à-dire que vous avez, dans ce contexte-là actuel surtout, beaucoup d'obstacles et beaucoup d'éléments qui pourraient aussi vous faire flancher. Donc, il faudra voir si Bruno Retailleau a des ambitions pour 2027. Je sais aussi, on pense aussi quand même qu'il n'est pas le seul dans le champ de la droite républicaine. Donc du coup, le couloir de nage sera un peu étroit. Maintenant, il faut qu'il fasse d'abord ses preuves en tant que ministre de l'Intérieur. Je crois qu'il a voulu d'ailleurs être extrêmement engagé, visible d'ailleurs sur les premières décisions qu'il a prises, à voir jusqu'où ça nous mène collectivement et jusqu'où ça le mène lui individuellement aussi. Il est persuadé, Bruno Retailleau, il l'a dit, que les Français exigent majoritairement une reprise de contrôle. Je cite ses propos. Il a raison, les Français veulent une reprise du contrôle. Oui et non, c'est-à-dire qu'ils veulent une reprise de contrôle. Effectivement, ça suit cette tendance d'opinion qui consiste à dire que sur la question de la sécurité, la question de la justice, on en parlera sûrement, il y a une forme de lenteur, un manque de moyens qui est accordé, qui d'ailleurs décrit assez bien le sentiment, je pense,
assez globale et générale d'une sorte de nation qui ne protège plus ses citoyens comme il le faudrait. Je pense que c'est ce sentiment-là qui prédomine dans l'opinion publique, c'est-à-dire qui peut d'ailleurs se déployer sur un certain nombre de registres, c'est-à-dire ce pays, ces lois, ce système qui est censé nous protéger et qui nous protège plus de ces grandes vulnérabilités. Et donc d'une certaine manière, Bruno Retailleau, il met le mot dessus. Maintenant, au-delà de l'ordre, les Français veulent, alors je reprends un slogan bien connu, mais un ordre juste, c'est-à-dire que l'ordre retrouvé pour l'ordre retrouvé, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Il faut un ordre juste, donc effectivement, il faut à la fois du contrôle, une justice qui fonctionne, des sanctions qui vont jusqu'au bout, et puis aussi de la prévention, c'est-à-dire que au lieu de penser toujours sanction, il y a aussi la question de la prévention, il y a aussi la question finalement qui est énorme, mais comment on prépare notre vie collective en France dans les années qui viennent. Je crois que les Français ont vraiment ce sentiment qu'il y ait un délitement assez fort, je pense, de cet aspect collectif en France, de ce vivre ensemble qui me paraît être aujourd'hui mis au défi au quotidien. Alors malheureusement, l'actualité est venue, confirmer la volonté, les propos de Bruno Retailleau. Je pense à l'assassinat de Philippine, cette jeune femme qui a trouvé la mort le 21 septembre dernier dans le bois de Boulogne. Ça a marqué l'opinion. Oui, ça marque l'opinion de manière assez attendue. Malheureusement, tous ces faits d'actualité marquent l'opinion et abondent dans le sens de ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire cette idée que dans notre pays, la question ne serait-ce que de la sécurité des personnes n'est plus assurée. Or, il faut avoir en tête qu'effectivement, ce sont des faits d'actualité atroces, qu'il faut répondre à ça de manière efficace et surtout qu'il faut montrer et démontrer aux Français qu'il s'agit d'atrocités qui sont dans des cas exceptionnel et il n'a pas de cas à penser qu'il y ait une forme de généralisation d'un grand ensauvagement collectif qui pourrait prédire une guerre civile si ce n'est demain ou après-demain dans notre pays. Et je pense que le ministre de l'Intérieur est attendu sur ça. Sur ce cas assez atroce de l'assassinat de la jeune Philippine, ce qui me semble être très interrogé par l'opinion publique, c'est à la fois le sentiment d'impunité, c'est-à-dire que fait finalement le système judiciaire, les forces de l'ordre dans ces cas-là pour prévenir ce genre de drame, et puis ensuite comment effectivement on évite et on prévient la venue de ce genre de drame. Et là pour le coup à la fois la confiance dans les forces de l'ordre et la confiance dans la justice en France, elle est aussi mise à rude épreuve, et on en revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure. Un sondage qui disait que seulement 32%, c'est ça, des Français ont confiance dans la justice française. 32% seulement, un tiers des Français ont confiance à la justice. C'est très peu finalement, quand on sait que on a beaucoup parlé d'état de droit, quand on sait que la justice c'est quand même l'institution qui incarne ce droit collectif. Et là, pour le coup, on a une convergence des points de vue, que ce soit en termes d'aspiration politique, en termes de genre, en termes d'âge aussi. Alors on a une confiance un peu plus assurée auprès des jeunes, mais qui reste minoritaire, 40% des moins de 25 ans, il me semble, donc confiance en la justice. Donc même si c'est un petit peu plus, ça reste quand même largement minoritaire. Donc il y a effectivement une confiance dans l'institution judiciaire qu'il faut réactiver. On lui d'ailleurs reproche deux choses, on en parlait tout à l'heure. La première, c'est la lenteur. C'est pas forcément le laxisme. Au tout début, c'est d'abord la lenteur. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, et on disait la chose tout à l'heure, que en France, les choses vont trop lentement et donc on nous protège peut-être pas assez alors qu'on doit le faire. Et puis ensuite, il y a le manque de moyens. Et là aussi, je pense que ça va être un objet assez tendu à maîtriser, puisqu'il va falloir parler de la dépense publique, il va falloir parler des moyens accordés à la justice. Et là, pour le coup, on a des Français qui considèrent qu'on n'accorde pas assez de moyens à l'institution judiciaire. Revenons, si vous le voulez bien, au baromètre de Verian Epoca, le Figaro Magazine. Côté présidentiel, le président de la République perd 3 points, sa cote tombe à 22%. C'est une cote très basse, la plus basse. Et comment il se situe par rapport à ses prédécesseurs, Emmanuel Macron ?
Alors, il n'a pas la palme d'or de la, si je peux m'exprimer ainsi, de la cote de confiance la plus basse, hein, qui est détenue par François Hollande. Je crois que c'est à 18% à peu près, voire moins d'ailleurs. Par contre, c'est un score effectivement quasi plancher, puisque le score le plus bas qu'il a eu, je crois que c'est 21%, et c'était juste avant le moment des Gilets jaunes. Donc vous voyez, alors on peut évidemment pas prédestiner toujours les mêmes événements, mais en tout cas, ça montre qu'il y a une forte tension vis-à-vis du président de la République, une forte méfiance, voire même défiance vis-à-vis du président de la République, compte tenu de ce score assez faible. Et j'ajoute juste une chose, c'est que l'écart entre le président et le Premier ministre, hein, qui rentre en fonction, d'ailleurs, je crois à peu près 32%, qui est finalement beaucoup plus haut que le président de la République, pas forcément plus bas que ses prédécesseurs. Donc là, il y a une forme d'exécutif bicéphale ou avec un déséquilibre nettement à la faveur du Premier ministre. Et ça montre bien finalement que ça fait 3-4 mois qu'on est dans la même séquence qui se répète. Les Français n'ont finalement pas vraiment de problème avec le Premier ministre actuel ou le Premier ministre d'avant. Ils ont surtout un souci avec le président de la République actuel. Ils lui en veulent de la dissolution, quelque chose qu'ils n'ont pas compris, qu'ils n'ont pas... Oui, je pense que c'est un ensemble de défiance vis-à-vis de la politique qui a été menée, des promesses qui n'ont pas été tenues. Et puis, vous savez, l'opinion publique réagit au fur et à mesure de l'expérience de vie qu'ils ont et de l'analyse aussi qu'ils ont de la situation. Ils sont quand même très lucides, ils ont le sentiment que la situation n'évolue pas. Vous savez, on va parler de la dette. Ils ont là aussi le sentiment d'avoir fait beaucoup d'efforts et que cet effort n'est jamais suffisant. Et donc, d'une certaine manière, Emmanuel Macron, il a déçu en 2022, il n'a pas voulu forcément faire campagne et on voit qu'il continue à décevoir. Et d'une certaine manière, les Français, là, il y a un point peut-être de non-retour, parce que même dans son propre camp, on voit que voilà, ça commence à s'effriter très dangereusement pour le président de la République. Justement, vous évoquiez les impôts, la dette. On est à la veille de la présentation du budget au Conseil des ministres et le Premier ministre Michel Barnier a prévenu, il va augmenter les impôts. Quel est le consentement des Français à l'impôt? Alors, je parlais tout à l'heure d'ordre juste, je parlerai maintenant de juste partage de l'effort. Les Français consentent à l'effort. Et je suis assez convaincu que les Français ne sont pas réfractaires à l'idée même de payer des impôts, loin de là. Je pense qu'il y a un vrai sentiment d'appartenance à une nation qui fait sens quand on paye des impôts pour des services publics qui fonctionnent et qui constituent un des objets très précieux dans le contexte dans lequel nous vivons. En gros, ce que vous dites, c'est qu'ils sont d'accord quand ils savent comment l'argent et quand ils voient comment l'argent est dépensé, c'est ça? Il y a un double enjeu. Le premier enjeu, c'est celui effectivement de la transparence. C'est-à-dire, on a beaucoup de Français dans nos études qui nous disent, mais la question n'est pas tant est-ce que je paye ou pas beaucoup d'impôts, mais où est-ce que va l'argent? Et où est-ce qu'est utilisé l'argent? Et là, d'une certaine manière, et c'est le deuxième enjeu, ils ont le sentiment que, même si on ne peut pas parler comme ça des services publics, mais le service après-vente n'est pas vraiment assuré. C'est-à-dire qu'ils payent pour certains toujours autant, voire plus, pour un service public qu'ils estiment de plus en plus dégradé, et pour d'ailleurs une rhétorique qu'ils entendent tous les 3, 4, 5 ans, avec cette idée de dette qui n'en finit pas. Alors effectivement, il y a eu la crise Covid, mais enfin, dans le poids de la dette actuelle, la crise Covid, c'est même pas un tiers finalement de ce que représente le poids de la dette. Je rappelle, le montant de la dette, c'est plus de 3200 milliards. Donc par conséquent, voilà, les Français réagissent à un tableau noir que l'on dépeint toujours de la même façon, quel que soit le niveau d'effort qu'on leur demande. Donc les Français, si vous voulez, ils n'ont pas évidemment d'aspiration pour que les impôts augmentent, mais ils ont surtout une double aspiration. Qu'il y ait une transparence sur où est-ce que l'argent est utilisé et quels sont finalement l'usage des différents moyens accordés. Et puis le deuxième point, c'est est-ce que oui ou non, on aura des services publics qui un jour fonctionneront à la hauteur de l'effort que les Français, encore une fois, consentent à faire. Donc là, ce sont les hôpitaux, c'est l'éducation nationale. Oui, on a parlé de la justice. Je pense qu'il y a vraiment 3 enjeux. C'est justice, santé, éducation. Sur l'éducation, vous voyez, c'est le premier budget de l'État avant les retraites, il me semble. Donc oui, l'éducation, il y a là aussi le sentiment que les choses vont de moins en moins bien. Donc comment on répond à ça? Sur la santé, c'est la première préoccupation des Français, la santé avec le pouvoir d'achat. Donc là aussi, comment on arrive finalement
à convaincre les Français que la santé publique en France fonctionne, parce que je pense qu'elle fonctionne. Oui, elle doit être améliorée, les hôpitaux publics doivent être bien évidemment beaucoup plus soutenus, donc quelle est l'ambition que l'on a collectivement pour ça? Et bien enfin, la justice, vous voyez, 32% de confiance, c'est très peu pour quand même l'un des institutions qui régit la vie collective dans notre pays. Hier, on commémorait les attaques terroristes du Hamas en Israël du 7 octobre dernier. Je le rappelle, 1175 morts, 3400 blessés, 247 otages. En France aussi, il y a eu un avant, un après. 7 octobre, politiquement, une gauche fracturée sur la question. Oui, une gauche fracturée. Alors là aussi, de manière assez attendue. Alors je suis pas un spécialiste de l'histoire de la gauche, mais il me semble qu'on a effectivement deux camps qui s'opposent. Un premier camp qui est plutôt dans l'aspiration de conflictualiser aussi l'opinion publique face à ces drames qui sont en train de se dérouler depuis maintenant un an au Moyen-Orient. Donc il y a effectivement une aspiration à remettre du conflit pour finalement essayer de trouver, en tout cas c'est l'ambition, une voie de sortie pour certains en tout cas une prise de parole beaucoup plus audacieuse de la part de la France. Et c'est pas suivi par l'autre partie de la gauche qui est plutôt dans un esprit d'apaisement en se disant certainement légitimement aussi que rajouter du conflit au conflit sur ces sujets-là n'est pas forcément la bonne solution parce que ça crée, vous avez raison de le dire aussi, des fractures très profondes, ça ravive certainement des blessures. Maintenant, la question n'est pas de savoir comment chacun vit cette expérience-là, mais comment collectivement on arrive aussi à répondre à ces drames-là et ce que ça dit chez nous aussi de notre capacité, finalement à pas forcément être d'accord, mais à avoir un point de consensus et de convergence très fort qui est qu'il faut absolument pas invisibiliser aucune des victimes de ce conflit et que la voix de la France se porte toujours du côté, à mon sens, des victimes, quels que soient les actes des uns et des autres. Et je pense que c'est là aussi qu'il y a un travail à faire. Merci Stewart Shaw. On retrouve notamment votre baromètre Verian Epoca dans le Figaro magazine de cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. Le projet de loi sur la fin de vie revient sur le devant de la scène. Michel Barnier, le Premier ministre, l'a annoncé en attendant que Claire Fourcade, présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, me rejoigne. Elle est opposante, elle, au projet tel qu'il a écrit. Eh bien, je vous propose justement d'écouter Michel Barnier lors de son discours de politique générale la semaine dernière. Mesdames et messieurs les députés, être fraternel, c'est savoir accompagner les personnes en fin de vie. Je sais l'engagement et le travail de beaucoup d'entre vous sur ce dossier grave où d'ailleurs les opinions étaient partagées. Nous allons reprendre le dialogue avec vous, avec le Sénat, avec les soignants et les associations en début d'année prochaine sur le projet de loi dont l'examen a été interrompu par la dissolution. Et sans attendre, nos efforts en faveur du développement des soins palliatifs seront renforcés dès 2025. Bonjour Claire Fourcade, vous êtes la présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Alors on vient d'entendre Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, lors de son discours de politique générale, et puis il l'a répété également sur le plateau de l'émission de France 2, l'événement. Eh bien, il est revenu, il souhaite revenir sur la question sur le projet de loi de la fin de vie, en précisant qu'il était favorable à reprendre, je cite, le travail au moment où il a été interrompu. Quelle a été votre réaction quand vous avez entendu Michel Barnier la semaine dernière? Alors en fait, il a dit deux choses vraiment différentes à 2 jours d'intervalle, puisque lors du discours de politique générale, il a dit qu'il allait reprendre des discussions, et en particulier avec les soignants, absolument, alors que sur l'émission de France 2, il a été beaucoup plus précis dans son engagement en disant qu'il allait reprendre le projet de loi là où il avait été abandonné au moment de la dissolution, ce qui n'est pas du tout la même chose, et sans parler de reprendre des discussions. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Ce que vous avez vécu, c'est un petit peu un chaud-froid, entre guillemets. À la fois, enfin, effectivement, il a dit la reprise du travail doit se faire sérieusement, avec gravité, peut-être en écoutant aussi les soignants. Vous n'aviez pas été écouté avant ?
On a été écoutés. Je suis pas sûre qu'on ait été entendus. Et en tout cas, à aucun moment, moi, je trouve qu'on a eu de vraies discussions de travail. Parce que si les soignants sont dans une très grande majorité d'entre eux, et en particulier pour ceux qui accompagnent tous les jours des patients en fin de vie, opposés à ce projet, c'est pas du tout pour des raisons idéologiques. L'idéologie ne résiste pas au réel, mais c'est parce que justement le réel de l'accompagnement qu'on vit tous les jours nous conduit à avoir de très grandes réserves sur ce projet, sur la liberté donnée aux patients, et que à aucun moment j'ai l'impression que n'ont été entendues ces réticences, ces réserves et ces inquiétudes. Alors, pour que tout le monde on comprenne bien de quoi il s'agit, parce qu'il y a eu plusieurs versions, on va dire, de ce projet de loi. En mai dernier, c'est ça, les députés ont approuvé en commission le projet de loi ouvrant pour la première fois en France une aide à mourir. Le mot euthanasie a été banni pour certains. Donc une aide à mourir pour certains patients, ça passe par le suicide assisté, c'est ça, et dans certains cas par l'euthanasie. Exactement, c'est un projet de loi suicide assisté et euthanasie, un projet de loi qui a la particularité d'impliquer les soignants d'un bout à l'autre. C'est les soignants qui décident, c'est les soignants qui font, c'est les soignants qui sont présents. Donc c'est un projet de loi qui implique très fortement les soignants, ce qui nous conduit à penser qu'on est légitime à donner notre avis sur ce projet de loi, puisqu'on est non seulement concerné mais impliqué. Et donc, et vous, votre position, c'est de dire donner la mort n'est pas un soin. Donner la mort ne fait pas partie des soins, c'est pas notre métier. C'est de dire aussi que la loi garantit depuis 25 ans en France que chacun doit avoir accès aux soins palliatifs et qu'aujourd'hui encore 50% des patients qui en auraient besoin n'ont pas accès aux soins qui leur seraient nécessaires. Ça veut dire que tous les jours en France 500 personnes meurent sans avoir eu accès aux soins dont elles auraient besoin, et que ça nous paraît la première chose à corriger, et que jusqu'à présent rien n'a été fait. On soigne pas avec des discours ou avec des mots ou avec des lois, on soigne avec des gens et avec de l'argent, et que jusqu'à présent absolument rien n'a été fait pour améliorer l'accès aux soins palliatifs, et que ça nous paraît une priorité. Mais il a annoncé plus d'argent pour les soins palliatifs, il me semble, Michel Barnier. Oui, ça nous est annoncé depuis un an, donc là le projet de loi de financement de la sécurité sociale arrive, donc on va savoir si cet engagement va vraiment, mais on voit les contraintes budgétaires, mais en tout cas ça doit être une priorité si on veut pouvoir que les Français cessent d'avoir peur des conditions de leur fin de vie pour eux ou pour leurs proches, qu'ils cessent de s'inquiéter. On est en capacité, on a les moyens de soulager, d'accompagner. On peut être là pour les patients à condition de faire en sorte que sur tout le territoire français, ce soit possible pour chaque patient qui le demande. Alors comment vous expliquez cette urgence, cette priorité parmi toutes les autres priorités à remettre ce projet de loi sur le devant de la scène? À vrai dire, je me l'explique pas vraiment, parce que il y a une enquête au début du mois de septembre de Harris Interactive, je crois, sur les priorités des Français. L'euthanasie et le suicide assisté arrivent en 15e position, et ce n'est une priorité que pour 10% des Français. Donc je suis étonnée de cette urgence. Par contre, on voit bien, on avait dit toute l'année dernière, nous, qu'il nous semblait qu'il fallait qu'il y ait deux projets de loi différents, un pour les soins palliatifs, qui fait consensus, et un autre, s'il doit y avoir une réflexion sur une forme d'euthanasie ou de suicide assisté, elle doit se mener séparément. C'est pas la même chose, ça fait pas partie des soins, et on voit que probablement on aurait pu avancer sur les soins palliatifs si on avait séparé ces deux projets. Et donc nous, on demande toujours qu'il y ait une loi sur les soins palliatifs. C'est ça qui est le plus urgent, c'est qu'on puisse répondre à tous les Français. Il y a encore 20 départements en France où il n'y a pas de service de soins palliatifs pour accueillir les patients dans les situations les plus complexes, et il nous semble que c'est pas normal. Est-ce que c'est le poids de ceux qui sont favorables à cette loi qui pèse là? Je pense notamment à l'association du droit à mourir dans la dignité. Il y a clairement des lobbies qui sont aussi je pense que pour ces gens-là, c'est une urgence, et ça peut se comprendre. Pour eux, c'est une priorité, mais je ne crois pas que ce soit une priorité pour l'ensemble des Français. Et je crois, par contre, quand on les interroge, ils mettent au premier rang de leurs priorités les questions de santé et d'accès aux soins. Et je pense que l'accès aux soins palliatifs fait partie de ces questions d'accès aux soins, et que c'est la première chose qu'on doit donner aux Français, c'est la possibilité d'être soignés et d'être accompagnés quand ils en ont besoin. Récemment, le cas de Loïc Rézibois, 47 ans, atteint de la maladie de Charcot, a fait beaucoup de bruit, puisqu'il a décidé de mourir via une sédation profonde et continue. C'était un partisan, Loïc Rézibois, de la loi autorisant l'euthanasie
euthanasie. Il a d'ailleurs laissé un message, c'est ça, sur Instagram avant de partir, en choisissant la sédation profonde, seule voie légale à l'heure actuelle. Et cette mort a ravivé les demandes d'une nouvelle loi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est exactement la sédation profonde et continue? Alors, la loi française autorise depuis longtemps, depuis 2005 puis encore en 2016, la possibilité pour un patient, quand il y a des souffrances qu'il juge insupportables et qu'on n'a pas réussi à calmer, des souffrances réfractaires que les traitements habituels n'arrivent pas à calmer, de le mettre dans une forme d'anesthésie générale et de l'accompagner. C'est la loi française qui l'autorise, c'est ce qu'on fait parfois quand il y en a besoin ou quand les patients le demandent. Je travaille dans un service qui accompagne des patients atteints de la même maladie que Loïc Rézibois, c'est-à-dire la maladie de Charcot, la SLA, depuis longtemps. Et la loi française nous donne les moyens d'accompagner les patients, de ne pas les laisser souffrir, de soulager. Et je crois que cette loi est pas suffisamment connue et pas suffisamment appliquée, mais que la loi française nous donne cette possibilité-là. Et Loïc Rézibois est mort en France. Pour ce que j'en sais, je ne connais pas son dossier médical, mais je crois dans des conditions qui étaient ce qu'il aurait pu souhaiter, c'est-à-dire ne pas souffrir à un moment où on décide que c'est trop compliqué. Et je crois vraiment que c'est possible. Vous nous dites que les soignants savent accompagner pour que les patients ne souffrent pas. Sauf que vous manquez de moyens. On sait trouver un chemin avec chaque patient. On ne sait pas supprimer toute souffrance, mais je crois qu'aucune loi ne peut garantir aux Français qu'on va supprimer la souffrance. Par contre, on sait soulager, on sait accompagner et surtout on sait être là. Et on est là pas seulement en notre nom, mais on est là au nom de toute la société. C'est toute la société qui dit à ces personnes, vous comptez pour nous et on va tout faire pour vous soulager. Et je crois qu'on a besoin, nous, soignants, de pouvoir transmettre ce message. C'est ça aussi qui donne du sens à ce qu'on fait. C'est que tous les jours, on est là parce que ça nous paraît important et utile, parce que les patients ont besoin de nous, mais aussi parce que la société nous dit ce que vous faites, ça compte. Parce que ces personnes-là comptent pour nous. Et si le message collectif que la loi envoie change, il va changer pour les patients qui vont entendre que peut-être dans certaines situations, ça serait bien qu'elles envisagent de se demander si ce serait pas mieux qu'elles soient mortes. Mais il va changer aussi pour les soignants qui, au quotidien, accompagnent, vivent à l'ombre de la mort, ce qui n'est pas toujours facile. Et pour ces soignants-là, savoir qu'on le fait au nom de toute la société, c'est extrêmement important. On lance ces jours-ci une campagne de communication, puisque c'est la journée mondiale des soins palliatifs samedi prochain, qui dit tous accompagnants, tous accompagnés, c'est-à-dire que dans notre vie, on est tous à certains moments, on a besoin des autres, et à d'autres moments, on est là pour les autres. On peut s'y former, on peut apprendre les gestes ou les mots qui aident à être là. Et pour nous, soignants, c'est vraiment important de se dire que c'est un projet de société et pas seulement un projet des soignants. C'est ce que vous proposez, c'est la formation Dernier Secours. Une formation qui s'appelle Dernier Secours, de la même façon qu'on peut se former en quelques heures au premier secours, First Aid. On apprend les derniers secours, Last Aid, c'est-à-dire les gestes et les mots qui permettent d'accompagner un proche, d'être là, de ne pas avoir peur de ces moments-là, parce qu'on est tous concernés. Donc vous me parlez de fraternité quelque part. Absolument. Un mot qu'a employé d'ailleurs le Premier ministre. La partie de son discours sur les soins palliatifs, c'était dans la partie sur la fraternité, ce que je trouve vraiment beau. Il y a quelques mois, j'avais trouvé dans le journal Le Monde un sondage sur comment les Français classent liberté, égalité, fraternité. Et j'avais été étonnée parce qu'il y a seulement 12% des Français qui mettent la fraternité en premier. Et j'ai refait le même sondage avec des soignants, avec 500 soignants. Et il y en a 64% qui mettent la fraternité en premier. Je leur avais pas dit parce que c'était vraiment j'étais curieuse de voir, et donc je pense que le contact avec la vulnérabilité, avec la fragilité, nous amène à considérer que la fraternité c'est essentiel. Comment justement les soignants autour de vous et peut-être même les patients que vous côtoyez donc chaque jour prennent ce retour de la loi telle qu'elle a été écrite, ce retour de cette loi? Est-ce que l'inquiétude monte? Est-ce que certains disent déjà si le texte va dans le sens où il a été écrit, se finalise, je pars? C'est des choses qu'on entend, se disent ou pas du tout? Du côté des patients, ce qui m'a presque étonnée, c'est qu'en tout cas depuis la dissolution, pas un seul patient ni un seul proche ne m'a posé la question de savoir où en était ce projet de loi. Ce qui dit quand même quelque chose de l'éventuelle urgence pour les patients. Voilà, quand ils sont accompagnés. Du côté des soignants, on vit dans l'incertitude depuis déjà des mois, et l'incertitude c'est difficile. On le voit pour nos patients comme c'est difficile de vivre en situation d'incertitude. Et nous, on vit cette incertitude et c'est compliqué. On a interrogé l'an dernier les soignants de soins palliatifs. 24% d'entre eux nous ont dit qu'ils quitteraient leur poste si la loi passait. Certains l'ont déjà fait. Je connais des soignants qui l'ont déjà fait parce que cette situation d'incertitude était trop difficile
difficile pour eux. Et je trouve que dans l'état où est notre système de santé actuellement, on ne peut pas se passer d'un seul soignant. Alors, a fortiori de 24%, et même si les 24% ne quittaient pas leur poste, chaque soignant nous manque quand il part. Et donc, je pense qu'on a aussi besoin de prendre soin des soignants si on veut qu'après, ils puissent être là pour tous les Français. Parlez-nous de votre quotidien, parce que vous, votre préoccupation tous les jours, c'est d'améliorer le confort de vos patients, de trouver des solutions pour soulager la souffrance. Mais lorsqu'on a préparé cet entretien, vous m'aviez dit que c'est aussi courir à chaque fois sur qui va faire les gardes, donc des problèmes de personnel. Voilà, notre quotidien, il est fait pour pouvoir accompagner ces patients dans de bonnes conditions, il faut des soignants, c'est la première chose, et ça c'est compliqué, et parfois d'un jour sur l'autre, d'un matin sur l'après-midi, un soignant qui fait défaut, on est tellement, c'est tellement tendu en fait, que chaque arrêt maladie vient déséquilibrer le système. Vient gripper le système, voilà, c'est ça ? Donc c'est compliqué. On court après les médicaments. Beaucoup de médicaments sont en rupture. Quand un patient rentre à domicile, les médicaments ne sont pas accessibles, la pharmacie ne peut pas délivrer, et c'est tout ça qui fait notre quotidien, c'est d'essayer de rendre les conditions possibles. Et donc venir rajouter encore cet élément-là, en plus dans le projet de loi tel qu'il était écrit, c'est une vraie coercition qui est faite sur les soignants, avec un délit d'entrave, avec si on veut utiliser sa clause de conscience et ne pas participer à donner la mort, il faut trouver quelqu'un pour remplacer. Enfin, c'est vraiment un projet de loi qui vient impacter très fortement la conception qu'on se fait de nos métiers, alors qu'on a déjà du mal à faire notre métier. Oui, ce sera donc la responsabilité, dans le projet de loi, ce sera la responsabilité, si vous, Claire Fourcade, vous décidez non, je ne ferai pas le geste, c'est à vous de trouver la personne qui acceptera. Remplacer. Voilà, c'est un peu comme si on disait aux Français, vous n'êtes pas obligé de voter pour le candidat que vous n'aimez pas, mais vous devez trouver quelqu'un pour voter à votre place. Voilà. Est-ce que on doit rajouter par-dessus notre boulot qui est déjà compliqué le nombre de coups de fil qu'il va falloir passer? Je travaille dans un milieu rural où je pense que assez peu de médecins seront favorables. Voilà, comment on va faire ça, sachant que dans aucun pays au monde qui a légalisé, il y a plus de 2% de médecins qui acceptent de participer à des euthanasies. C'est un geste difficile, ça fait pas partie du monde du soin pour un très grand nombre de soignants, et donc voilà, c'est encore de la complication en perspective, dans un quotidien très difficile. Sait que la loi française nous permet de respecter les choix des patients et de les accompagner, pas d'acharnement, soulager quoi qu'il en coûte et être là avec eux jusqu'au bout. Alors, on parle bien d'un projet de loi qui donc revient sur le devant de la scène et qui n'est pas encore voté. Néanmoins, comment comptez-vous, vous, opposants de ce projet, vous mobiliser dans les prochaines semaines? Est-ce que vous avez déjà contacté votre nouvelle ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq? Alors, on a écrit, dès que le gouvernement a été nommé, on a écrit au Premier ministre, à la ministre de la Santé, au rapporteur du budget du projet de loi de financement de la sécurité sociale, à tous les interlocuteurs possibles. Et donc, j'espère qu'on va avoir l'occasion de les rencontrer rapidement, parce qu'on entend cette urgence et la pression, je pense, qui est mise pour que ce sujet revienne. Et je pense que c'est important que nous, soignants, on y soit associés. Je n'arrive pas à imaginer qu'on puisse continuer à mener ce projet contre les soignants. Je ne vois pas ce qu'on pourrait y gagner. Merci Claire Fourcade d'avoir été avec nous. L'enfant est l'avenir de l'homme, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'essayiste et journaliste Azélise Lecor, dans un essai très réussi mêlant l'enquête et la réflexion philosophique. Elle s'interroge sur ces hommes et ces femmes qui ne veulent pas faire d'enfants. Raison invoquée, nous sommes trop nombreux et la planète est en péril. Un argument qu'Azélise Lecor réfute. Avant qu'elle me rejoigne sur le plateau, je vous propose d'écouter le président de la République lors de ses vœux 2024 nous parler de réarmement démographique. Après l'allongement du congé paternité, je crois profondément que la mise en place d'un nouveau congé de naissance sera un élément utile dans une telle stratégie. Congé de naissance qui viendra remplacer le congé parental actuel. D'abord, il sera mieux rémunéré, il permettra aux deux parents d'être auprès de leur enfant pendant 6 mois, s'ils le souhaitent, parce que l'infertilité progresse. Et je parle là d'une forme de tabou du siècle, mais les mœurs se changent, on fait des enfants de plus en plus tard, l'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique.
Bonjour Azilise Lecor. Bonjour Anne-Emmanuel. Vous êtes journaliste, mais c'est l'essayiste que je reçois aujourd'hui. Vous signez votre premier essai, L'enfant et l'avenir de l'homme, réponse d'une mère au mouvement No-Kid. C'est un essai plutôt original parce qu'il mixe à la fois l'enquête, à la fois la philosophie, à la fois votre expérience aussi de maman, puisque vous avez 2 enfants, et puis vous convoquez aussi la Bible, les peintres dans cet essai. Revenons sur ce sous-titre, réponse au mouvement No-Kids. De quoi il s'agit? Quel est ce mouvement? Depuis quand il existe? Est-ce qu'il est vraiment tellement présent en France? Alors d'abord, les No-Kids, c'est une petite chapelle au milieu du grand mouvement qu'on appelle Child Free, donc sans enfants par choix. Donc ce sont en effet des mouvements plus ou moins militants qui considèrent qu'il faut réussir à s'émanciper de l'injonction qui existerait à procréer dans notre société. Donc il y a parmi eux des féministes, par exemple, qui considèrent que des injonctions patriarcales forcent les femmes, sans qu'elles le veuillent vraiment, à se reproduire. Et puis il y a aussi les No-Kids, qui eux sont des militants écolos, qui considèrent que faire un enfant, c'est soit rajouter un pollueur sur la planète, soit mettre un enfant dans un monde qui est une poubelle. C'est une influence qui vous inquiète, qui est importante, qui est forte sur les jeunes femmes d'aujourd'hui? Moi, je l'ai constaté d'abord à titre individuel dans mon entourage proche. Beaucoup de jeunes femmes qui me disaient s'inquiéter, soit pour leur avenir professionnel d'abord, mais ensuite des hommes qui m'ont dit mais finalement l'argument écolo c'est plutôt un bon argument. Et quand on creusait dans la discussion, on voyait bien que c'était des arguments secondaires. Et puis médiatiquement, j'ai constaté aussi en tant que journaliste, ce sont des thématiques qui ont pris énormément de place et qui se déclinent sous différentes manières dans le débat public. Il y a la question du regret maternel qui a été très présent, la question évidemment, donc on en a parlé, les questions écologiques, et puis aussi des questions qui peuvent paraître plus marginales mais qui sont des vrais phénomènes de société comme le pet parenting. Donc c'est le fait de considérer qu'on peut avoir plutôt un animal de compagnie, souvent un chien, à la place d'un enfant. Que ça remplace finalement. Oui, on peut, comme on dit, selon l'expression consacrée aujourd'hui, faire famille comme on l'entend. Donc on n'est plus une famille, mais on fait famille. On fait famille. Là, vous dites que cet argument de non, je ne vais pas faire d'enfant parce que tu comprends, la planète va mal, est en péril, pour vous, c'est un argument qui n'est pas juste, qui est un prétexte. Alors, c'est ce que j'explique, c'est qu'il y a différentes angoisses qui sont de réelles angoisses, donc que j'essaye d'analyser sans jugement. Et l'angoisse écologique en est une véritable. Les gens sont réellement angoissés pour l'avenir. Il y a une réalité aussi. Bien sûr, ils constatent et donc ils ont peur et je la partage aussi en réalité. Mais simplement, quand on regarde leur propre mode de vie, on voit souvent que les études démontrent que plus ils s'inquiètent, et bien en même temps plus ils continuent de consommer. Et les nouvelles générations, c'est-à-dire les moins de 35 ans, disons, qui sont les plus à même de dire je ne vais pas faire d'enfant pour ne pas ajouter un pollueur ou pour ne pas le condamner à vivre dans un monde qui court à sa perte, eh bien sont ceux qui consomment le plus, qui prennent le plus l'avion. Donc qui ne rompent pas avec les modes de consommation qui étaient des modes de consommation polluants, mais au contraire qui accélèrent cette consommation. Pas dans une décroissance, alors que la logique le voudrait quelque part. Oui, mais ils préfèrent, si vous voulez, dans leur liste de priorités, se dire bon, si je dois choisir quelque chose d'écolo, je préfère continuer à manger de la viande, prendre l'avion, mais en revanche, ne pas faire d'enfants. Et en réalité, quand on discute avec eux, c'est simplement qu'ils ne veulent pas sortir aussi d'une forme de confort, qui est le confort du consommateur, à qui l'on a promis une vie de jouissance. Et l'enfant est évidemment celui qui vient nous perturber, qui nous oblige à nous lever la nuit alors qu'on avait décidé de dormir, qui nous oblige à adapter notre emploi du temps alors qu'on voulait aller boire un verre avec ses copains, etc., etc. Pour certains, vous dites, l'enfant qui effectivement est réellement une charge, c'est un fardeau, un boulet avec tout, évidemment, ce que ça a de négatif. Hein. Oui, j'essaye de faire la différence entre les deux parce qu'on ne peut pas le nier, c'est une véritable charge d'avoir un enfant. Et c'est d'ailleurs, en fait, ce qui est même le propre du parent, c'est qu'il devient responsable et il doit prendre en charge cette vie qui lui est donnée finalement et qui est donnée à cet enfant en premier. Et le fardeau, c'est simplement de considérer que cette vie ne nous apporte par ailleurs aucune joie et que ce don n'est pas quelque chose de magnifique. Qui serait source aussi d'épanouissement et d'émerveillement. La charge, le fardeau, c'est une opinion autant masculine que féminine ou il y a... Non, pour le coup, c'est très partagé. C'est très partagé. Les femmes, peut-être la différence, c'est l'inquiétude vis-à-vis de la carrière.
beaucoup se disent... Comment concilier, c'est ça ? Absolument. Là, je suis très active, je suis jeune et c'est le moment où peut-être je peux développer le plus mon activité. Et finalement, c'est aussi là où je suis le plus fertile, le plus féconde. Et donc, qu'est-ce que je dois choisir ? Réalité. Mais c'est une vraie problématique pour les femmes. Ces inquiétudes sont des inquiétudes légitimes et qui se posent réellement. Simplement, je crois que faire ce saut dans l'inconnu qui est celui de devenir parent, on n'aura jamais de regrets. Et à la fin de notre vie, quand on verra toutes les vanités accumulées, la vie donnée, elle, on ne la regrettera pas. Par rapport à une vie professionnelle peut-être. Est-ce que finalement, je me disais, est-ce que c'est pas un problème de maturité ? Est-ce que les jeunes adultes d'aujourd'hui sont finalement des grands enfants et finalement des grands enfants ne font pas d'enfants ? C'est possible. C'est peut-être une difficulté simplement aussi à avoir l'autre. C'est-à-dire être tourné vers l'altérité. Quand on vit dans un monde qui est en crise et des crises plurielles, on a peut-être du mal à imaginer vivre dans un collectif, donc on vit d'abord pour soi, et à la limite on se rabougrit dans des communautés, mais qui ne donnent pas sens à notre existence, qui sont simplement des replis. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a à transmettre, qu'est-ce qu'on a à donner à quelqu'un d'autre qui arrive, qu'on doit prendre en charge par ailleurs. Donc c'est la plus grande responsabilité qui existe. Et si on n'a rien reçu nous-mêmes, parce qu'on voit la crise de la transmission se retrouve à plusieurs niveaux, plusieurs échelles de la société, et bien finalement, si on n'a rien à transmettre, on ne transmet plus. C'est une logique vicieuse, mais qui se comprend. Parce que effectivement, pour vous, Azilise Lecor, ce refus de ne pas faire d'enfants, c'est le délitement de la société, le délitement de faire société ensemble, du commun. Hein, c'est ça en fait. Oui, parce que en fait, c'est au-delà du fait d'enfanter. C'est finalement ce que je disais, une crise de la transmission. C'est-à-dire qu'on n'a plus rien à donner, on considère qu'on vit pour soi, qu'on n'est pas capable de prendre un autre en charge. Et finalement, je fais d'ailleurs la grande différence avec ceux qui ont un célibat qui est subi, choisi, ou qui, comme le disait le président, vivent l'infertilité, donc ne peuvent pas avoir d'enfants. Leur vie n'est pas vaine. Mais il y a d'autres moyens de vivre une forme de fécondité qui est une fécondité spirituelle, c'est en étant tourné vers autrui, en transmettant. Et cette transmission, elle passe par évidemment plusieurs choses. Ça peut être le service, ça peut être l'enseignement, ça peut être par l'art également. Mais c'est quelque chose qui est tourné vers le monde et vers les autres. Votre essai est donc effectivement vous parlez de la maternité comme une apothéose, un enchantement. Parfois, c'est pas toujours un chemin de rose, ni la grossesse, ni la parentalité. Oui, et j'essaie de montrer que c'est peut-être une des causes aussi, parce qu'on a des injonctions, pour le coup, qui sont totalement opposées. C'est-à-dire qu'on a soit des nouvelles injonctions, justement, soit les féministes qui nous disent c'est terrible d'être de la grossesse, d'être mère ensuite, etc. Et puis, de l'autre, il y a tout un monde, un univers de consommation destiné à la femme enceinte et à la mère qui idéalise évidemment ce moment de la vie et favorise un nouveau marché finalement. Et quand on se plonge là-dedans, on a l'impression que ça va être seulement un enchantement. Et on met un peu de côté évidemment toutes les difficultés qui sont inhérentes à l'existence humaine. Et je crois que ça peut créer un sentiment de désillusion très fort qui explique parfois, en partie, le regret de certaines femmes. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de transmission de femme à femme, de mère à fille peut-être, dans ces grossesses, maternités, ces moments enchantés, ces difficultés aussi ? Alors je pense que pour le coup, ça c'est quelque chose de plutôt positif aujourd'hui. Il y a une libération de la parole, comme on dit. Il y a beaucoup de femmes qui racontent ce qu'elles ont vécu dans leur grossesse, dans leur maternité, et notamment les difficultés. L'aspect négatif, c'est qu'on insiste peut-être trop, à mon sens, sur les difficultés. C'est-à-dire qu'on réduirait la grossesse à évidemment la fatigue, qui est inhérente à cet état, mais aussi des choses plus difficiles, comme le baby blues ou la dépression du postpartum. Évidemment, c'est des choses qu'il faut avoir à l'esprit, que la santé publique doit prendre en charge, mais ce n'est pas que ça. Si je parle d'apothéose de la féminité, ça ne veut pas dire qu'une femme qui ne connaîtrait pas cet état ne serait pas une femme accomplie ou épanouie, mais c'est quelque chose, en effet, qui, de manière sensuelle, est l'apothéose de ce qu'on peut vivre dans notre corps
de manière incarnée en tant que femme, puisque c'est une expérience exclusivement féminine. Vous mettez entre guillemets, et c'est pour ça que je vais vous poser la question, votre propre expérience de maman Azilise Lecor. Qu'est-ce que vous avez appris de vous et du monde en ayant des enfants ? Qu'est-ce que ça a changé ? Il y a vraiment un avant et un après ? Je me souviens, on me disait, à peine j'avais accouché, ça y est, ta vie a changé, et je comprenais pas très bien de quoi on me parlait, parce que j'ai mis du temps à le percevoir, mais en revanche, j'avais déjà la sensation que mon être était transformé par cette expérience de la grossesse, qui était vraiment une découverte, en fait, à la fois de son propre corps, et puis de son intériorité aussi, parce que c'est un événement où beaucoup de souvenirs d'enfance remontent, où on est ouvert. Moi, j'ai vraiment vécu ça, à l'altérité, à l'autre de manière différente. On est plus sensible de fait, puisque les hormones sont très présentes. Et on a un regard qui est différent sur la beauté du monde et sur les personnes qui nous entourent. Donc on est en recherche de quelque chose qui est juste et bien. Et c'était une expérience assez fascinante à vivre, parce que j'avais vraiment l'impression de vivre une expérience à la fois spirituelle et artistique. Un peu mystique, quelque part, c'est ça, vous diriez ? J'ai l'impression que ça vous a mis... ou ça vous a mis dans votre propre généalogie, en fait. Ça vous a ancré, c'est ça, dans votre généalogie en tant que fille de vos parents et puis mère de vos enfants. Il y a un peu de ça, et du coup de la transmission ? Oui, alors ce que j'écris, c'est qu'en devenant mère, on devient véritablement fille. Et finalement, d'ailleurs, beaucoup de femmes que j'ai rencontrées qui ne voulaient pas d'enfants avaient aussi la volonté de cesser la transmission, de ne pas faire de leur propre mère une grand-mère, etc. C'est des phrases qu'on m'a dites. Et moi, j'ai vraiment vécu l'inverse, c'est-à-dire que on peut tous, même si on a une enfance heureuse, faire une liste de griefs à nos parents et leur en vouloir pour plein de petites choses. Finalement, quand on devient parent nous-mêmes et qu'on voit où sont nos propres limites, on est quand même beaucoup plus gentil à l'égard de nos propres parents. Et je crois que c'est une expérience qui est profondément magnifique. En fait, je me suis dit, ce petit être que je tiens dans mes bras, un jour, moi, j'ai été celui-là dans le bras de mes parents, et je leur ai donné, moi aussi, la possibilité de renaître. Et je trouve que c'est bouleversant de réussir à se le figurer. C'est à la fois une découverte et une sorte de vertige, un peu, c'est ça ? Ah oui, c'est vertigineux, ne serait-ce que quand on apprend, même si on le souhaite, on le désire, on le projette, en fait, le jour où on apprend qu'on porte la vie et que cette vie grandit en nous, c'est vertigineux, vraiment. Vous êtes également journaliste, maman de 2 enfants, mais vous êtes aussi diplômée en philosophie. Comment la philosophie vous a peut-être aidé à concevoir cette question de la maternité ? Alors, c'est une bonne question, parce qu'en effet, les philosophes parlent souvent... Alors moi, souvent des hommes, d'ailleurs. Oui, voilà. J'en cite de nombreux dans le livre. Je pense à Emmanuel Lévinas ou à Ancionas, qui ont étudié la question de l'altérité, de l'autre, du visage chez Lévinas et de la responsabilité chez Ancionas, mais il y a très peu de femmes. Et en fait, ces hommes ne parlent quasiment jamais de la grossesse. Donc j'ai pris le prisme de l'altérité pour en parler, mais je parle aussi d'une philosophe contemporaine qui est italienne, qui s'appelle Carla Canulo, qui m'a... C'est un tout petit livre qui s'appelle Être mère, la vie surprise, et elle parle vraiment de cette approche phénoménologique aussi de la vie, c'est-à-dire comment est-ce que la vie surgit en nous, dans ce corps de femme, et comment est-ce qu'elle se développe ensuite et nous demande de la prendre en charge, de répondre à cet appel de la vie. Est-ce que vous faites, donc c'est un plaidoyer pour la maternité, on a un petit peu évoqué la question, néanmoins, est-ce que vous n'avez pas peur, ou vous n'avez pas eu peur de choquer toutes ces femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui peuvent ou ne veulent pas, et néanmoins se sentir pleinement femme sans passer par la maternité ? Oui, c'est une inquiétude pour vous. Bien sûr. En fait, c'est un sujet tellement intime qu'on a peur de blesser les gens. Personnel, oui. J'ai eu quelques réactions de gens qui n'avaient pas lu le livre, qui, quand je parle d'apothéose, notamment de la féminité, étaient un petit peu piqués, disons. Et une fois qu'ils l'ont lu, et c'est ça qui m'a à la fois rassurée et fait plaisir, c'est qu'en fait, j'ai eu beaucoup de messages très, très longs, très engagés, de personnes qui n'avaient pas d'enfants, plus encore que de parents, et qui m'ont dit merci pour ton livre, merci aussi de parler de fécondité spirituelle. Et puis, des gens sont... En fait, c'est tellement intime qu'ils rentrent souvent dans leur histoire, ils se confient. Et donc, ils m'ont raconté pourquoi eux, ils ne voulaient pas accéder à... C'était un choix la plupart du temps. Et comment ils faisaient pour essayer quand même de, malgré leur histoire, se tourner vers les autres d'une autre manière, en essayant d'être dans cette transmission. C'est évidemment beaucoup plus douloureux pour les personnes qui subissent l'infertilité, parce que
la fécondité spirituelle, c'est pas un lot de consolation, mais c'est simplement une autre manière de pouvoir vivre cette maternité. Qu'est-ce que vous entendez par fécondité spirituelle ? C'est une façon de porter du fruit, de transmettre, d'être tourné vers l'autre, mais de manière différente. Comme je le disais tout à l'heure, en étant au service, comme le pourrait être une bénévole, comme le sont... moi, j'en parle dans le bouquin parce que, vous savez, quand on a des profs, on se dit souvent, mais est-ce qu'ils ont une vie privée ? Et moi, je ne sais pas si mes profs avaient des enfants. Et je me dis, en tout cas, ils ont fait à peu près le travail qu'on fait quand on est parent, c'est-à-dire que moi, ils m'ont transmis des choses essentielles à ma vie qui font que je suis aujourd'hui l'adulte que je suis, la personne que je suis. Et donc, je leur suis infiniment reconnaissante. Et finalement, voilà, je ne sais pas s'ils ont enfanté dans leur corps, mais ils m'ont transmis spirituellement quelque chose. Vous avez fait parvenir votre livre à certains justement de vos professeurs qui vraisemblablement ont marqué votre parcours ? Oui, récemment, j'ai refait un envoi et j'ai envoyé à mes professeurs de philosophie notamment. Vous avez pas encore un retour, mais vous avez hâte peut-être, c'est ça ? Oui, je pense aussi à mes profs de français qui ont été encore, qui ont été vraiment des personnes importantes dans ma vie. Et ils le savent pas forcément, je pense, parce qu'on ne sait pas quand. C'est un peu comme quand on est parent, on ne sait pas ce qu'on sème. Et c'est là que c'est le don qui est total et qui est gratuit. C'est qu'on donne, et à la fin des fins, on ne sait pas ce qui va germer. On sème et on ne sait pas quelle sera la récolte. Finalement, en vous lisant, vous écoutant, être parent, être papa, être maman, c'est peut-être la dernière grande aventure, c'est ça ? Vous diriez ça ? Mais pour le coup, je pense qu'il n'y a pas de plus grande aventure que celle-ci. Parce qu'elle nous engage pour toute une vie et que, comme on le disait tout à l'heure, en nous ancrant dans une généalogie, elle nous fait aussi renaître parce qu'elle nous permet de voir le monde avec des yeux neufs au travers de ceux de notre enfant et qui nous oblige aussi à redevenir l'enfant qu'on était. Donc, à mon avis, s'émerveiller sur des choses que vous aviez oubliées, c'est ça en tant qu'adulte, c'est ça ? C'est l'histoire que je raconte le plus parce que pour moi, ça a été la plus marquante. C'est le moment où je me suis fait cette réflexion. Mais voilà, mon fils que je pressais d'aller à l'école s'arrêtait et j'ai finalement regardé ce qu'il regardait puisqu'il n'avançait pas du tout, ce qui était pénible parce qu'on était en retard. Ouais. Et en fait, il regardait les feuilles qui tombaient. Et donc c'était à l'automne dernier et ça m'a saisie parce que je m'en voulais de le presser, mais surtout je me suis dit mais j'étais cet enfant moi aussi un jour, j'adore l'automne, c'est sa saison préférée à lui comme à moi, et on a eu cette même révélation, je dirais poétique, devant ces feuilles qui tombent. Et donc, je me suis arrêtée avec lui. Et en plus, on était à l'heure, à la fin des fins. Donc. Et de vivre ce moment et de regarder simplement des feuilles qui tombent et de s'émerveiller de cette nature, en fait. C'est ça. Il est fasciné par les pâquerettes qui poussent sur le bord du trottoir. Vous voyez, ça, c'est magnifique, je trouve. Merci Azilise Lecor pour aussi ce moment de poésie. Je rappelle le titre de votre livre, L'enfant est l'avenir de l'homme, et c'est aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain, même heure, même endroit. Merci de votre fidélité sur Figaro TV.